Donc, je disais bienvenue à Abdel Malik. On est très heureux. Donc, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Suez. Je suis très heureux d'animer cet échange. Alors, la chose rigolote, c'est qu'on s'en parlait tout à l'heure. Abdel, je vous avais interviewé. Vous étiez venu à la mosquée de Bordeaux à l'invitation de Tarek Oubrou. À l'époque, vous sortiez votre premier album, Le Face à Face des Cœurs, et votre premier livre, Qu'Allah bénisse la France. Et c'était en 2004. Waouh. Voilà, donc 20 ans sont passés, presque. Et on se bonifie avec le temps. C'est ce qu'il faut se dire. Et alors, je vais pas être trop long sur la présentation, parce que finalement, on va beaucoup revenir sur votre parcours. On va discuter en 3 temps. Votre parcours, ensuite la musique, et ensuite des questions plus, on va dire, sociétales. Mais je voulais juste mettre en avant trois petites choses. D'abord, c'est le côté très protéiforme de votre travail artistique, si bien qu'il est difficile, en fait, de vous définir par une discipline, parce que vous faites de la musique, vous faites du théâtre, vous écrivez des livres, vous réalisez des documentaires, des films, et j'oublie certainement d'autres activités. Donc, votre expression, elle passe par des canaux particulièrement variés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous êtes très, très ouvert aux collaborations. Je citerai notamment Juliette Gréco. Vous avez travaillé avec Juliette Gréco, avec Gérard Joannet, avec Mathieu Bogart, et c'est Laurent Garnier qui a produit votre dernier album. Donc là aussi, le spectre est passé de Juliette Gréco à Laurent Garnier, c'est un spectre, on va dire, assez large. Et le troisième point, c'est qu'au-delà de votre travail d'artiste, on vous écoute et questionne souvent aussi sur votre perception de la société française. Ça sera aussi la matière d'une partie de nos échanges. Je précise que cette rencontre, elle est organisée en partenariat avec le festival Philosophia, avec l'Académie Younous, dont certains membres vont nous rejoindre pour poser les questions. Et on va commencer par la première partie, avec une question d'Alice, qui est à ma gauche. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous installez dans la cité du Neuf à Strasbourg en 1981, après 4 ans à Brazzaville où votre père évoluait en tant que fonctionnaire auprès du gouvernement. Comment se passe cette transition et pouvez-vous nous décrire l'atmosphère dans laquelle vous grandissez ? Alors, c'est ça, et je vais vous donner des détails, parce que c'est un tout petit peu plus complexe, un tout petit peu. En fait, je nais à Paris. Je suis né en 75, donc on reste 1 an ou 2 ans à Paris. Ensuite, on va à Brazzaville, et ensuite je reviens à Strasbourg. Et en fait, comment dire, souvent je dis que ma spécificité, ou en tout cas ce qui a participé à ma singularité, c'est le fait que finalement, tout en étant français, et je suis né en France, j'ai passé une partie de ma petite enfance au Congo. Et du coup, mon rapport à mes racines et à mon identité, ça a toujours été quelque chose de très clair, en fait. J'ai toujours été, comment dire, mes racines sont africaines, congolaises, et bien là, africaines, congolaises, très bien, mais mes fruits sont français, européens, et je me considère comme un Français et un Européen véritable. Et pour moi, ça, c'est hyper important, parce que les gens de ma génération, ceux avec qui j'ai grandi, ils avaient vraiment peut-être un trouble identitaire qui n'était pas le mien. Ils avaient peut-être des difficultés à vivre leur identité. Est-ce qu'ils sont français? Est-ce qu'ils sont de leur pays d'origine, etc., etc., de manière plus conflictuelle que moi. Et ça, c'est hyper important, parce que si le début détermine la fin, j'ai pas été construit sur une fracture identitaire. Et donc, ce qui explique, in fine aussi, avec beaucoup de chance, et on en parlera si vous voulez, mais l'homme que j'allais devenir, d'une certaine manière. Voilà. Et l'enfance à Strasbourg, voilà, parce que c'était la question d'Alice. L'enfance à Strasbourg. Donc l'enfance à Strasbourg, quand on arrive au quartier du Neuf, c'est au tout début, je me souviens même, on parlait de ça avec mes frères, il y avait des fleurs dans les halls d'immeubles, etc. Et petit à petit, on a vu les choses se dégrader, en fait. Et on est devenu, et on a, finalement, j'ai évolué dans un quartier où il y avait des problématiques, notamment liées au chômage, à la drogue, à la délinquance. J'ai eu une enfance finalement
on va dire, très dures dans ce sens-là. Et voilà, et notamment les problématiques de drogue, les problématiques avec la police, enfin les problématiques qu'on connaît, mais disons qu'on a été... et on l'a vécu de manière d'autant plus violente que lorsqu'on s'installe avec mes parents, peu de temps après, mes parents se séparent. Donc mon père s'en va et on est élevé juste par notre mère. Et donc voilà, donc avec toutes les difficultés que vous imaginez, mais voilà, c'est ça aussi, ça fait partie de mon histoire. Et une fratrie de combien de personnes? Vous étiez nombreux? On était nombreux, 6 garçons, une fille, et très proches. Et donc on se soutenait, on continue à se soutenir énormément, et puis on a été élevé vraiment par une... Je pense que tout le monde pense ça de ses parents, ou beaucoup de gens pensent ça de ses parents, mais nous, on a vu ça concrètement par une femme exceptionnelle qui était ma mère, qui a fait en sorte que ça puisse fonctionner malgré tout. Et c'est pas évident compte tenu du contexte dans lequel on évoluait. Miguel. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Miguel, je suis de l'Académie Younous. Enchanté. Et je souhaite vous poser comme question, quels sont vos liens encore avec votre pays, le Congo? Disons que le lien, c'est surtout entre le moment où enfant, on est revenu du Congo. Je suis pas retourné entre temps. Ce qui fait que mon lien avec le Congo, c'est surtout ma famille en fait, mes oncles, mes tantes. Il y a certains qui sont venus, ceux avec qui on garde un lien important et tout ça. J'ai un lien fort avec mes grands-parents maternels. Et on communiquait, puisque mon grand-père est décédé, mais on communiquait énormément. Disons que mon rapport, c'est vraiment... c'est plus un rapport familial que le rapport à une terre. Et c'est mon histoire. Mon rapport est beaucoup plus fort d'une certaine... Aujourd'hui, j'habite en région parisienne, mais mon rapport est plus fort à l'Alsace. Pour moi, ma terre, c'est l'Alsace, quoi. Je suis un Alsacien, comme... ça se voit assez... Mais voilà, c'est vraiment... et puis, je suis vraiment un enfant de ce pays-là, c'est-à-dire l'Alsace. Et encore une fois, le rapport au Congo, c'est vraiment un rapport à mes racines. Donc c'est un rapport autre. C'est plus une sorte d'imaginaire que quelque chose de concret, vécu concrètement, etc. Mais par contre, c'est un rapport fort. L'Afrique et le Congo ont une place très, très importante pour moi. Okay, merci beaucoup. Avec plaisir. Pourquoi vous n'êtes jamais retourné finalement depuis 80 pour plein de raisons en fait. C'est-à-dire à chaque fois on y va et finalement on n'y va pas. Et puis il y a eu une guerre civile qui a duré assez longtemps. Et puis du fait que mon père était... parce que lui est retourné au Congo et il était un peu dans le monde politique, etc. Et on se disait que c'était peut-être pas si safe pour nous si on... Okay. Donc ma mère, c'est toujours ma mère qui a fait. Puis les années passant, comme l'interview qu'on a faite, on pensait que c'était hier, mais... Oui. C'est après de 20 ans, comme les choses passent vite, et ben nous voilà aujourd'hui à Bordeaux. Voilà. Mariama Diallo. Alors, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir quand et comment vous avez commencé la musique. Alors, donc en fait, quand j'étais gamin, moi j'étais le genre... si on prend au commencement, quand j'étais dans la petite, enfin vers, je sais pas, 6-7 ans, dans ces eaux-là, 7-8 ans, je souffrais de dyslexie. C'est-à-dire, j'avais des difficultés à lire, à écrire, etc. Et donc, on m'a fait... donc, je voyais régulièrement une orthophoniste, etc. Et quand je suis sorti de ça, en fait, quand ça a commencé, j'ai eu... c'est comme si je passais d'une certaine manière de l'obscurité à la lumière et je voulais tout lire, j'étais... Et mon père, qui est parti tôt, comme je vous ai dit, il ne nous avait pas laissé grand-chose, mais il avait laissé une bibliothèque, une petite bibliothèque, comme ça, avec des livres impossibles. Et moi, j'avais envie, d'une certaine manière, de lire ces livres. Donc, je lisais des livres pas croyables, enfin, j'étais... mais avec ce goût-là. Et très vite, comme ça arrive souvent, on passe de lecteur à... On veut écrire des choses. Donc, j'avais un journal intime où j'écrivais, voilà, aujourd'hui s'est passé telle chose, etc. Et comme je vivais dans un quartier où, comme je vous ai dit, il y avait... moi, mon meilleur ami, il est mort d'overdose à 15 ans. Donc, on vivait des choses assez dures. Et j'avais besoin d'en parler, en fait, d'écrire. Donc, j'écrivais tout ça. Et mon frère aîné, qui lui avait monté un groupe de rap, un jour, comme font tous les frères aînés,
il tombe sur mon journal intime. Il y avait c'était vraiment un journal intime avec une ballerine et dessiné. Et puis j'avais mon cadenas et puis j'ouvrais et puis j'écrivais dans mon coin et tout. Et donc lui voit ça, évidemment il casse le cadenas pour voir et il vient me voir, il me dit au lieu d'écrire dans tes trucs qui servent à rien, rejoins-nous, au moins tes textes tu pourras en faire quelque chose. Et vous avez quel âge? Là j'avais 12 ans, 12 ans par là. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc je les ai rejoints, je regardais, je voyais ce qu'ils faisaient et tout ça. Et j'ai commencé à écrire. Et à 13 ans, le groupe qui allait devenir mon groupe, avec lequel on a commencé à ce moment-là. Donc lorsque j'ai commencé à l'époque, on commençait par la scène. Un groupe de rap devait faire de la scène. Et donc j'ai commencé à 13 ans. Et donc en fait, je suis en tournée depuis l'âge de 13 ans. Donc en fait, j'ai commencé, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et on parlait de ce qu'on vivait, de tel problème avec la police, tel problème, tel truc. Mais c'était important. En parler d'une certaine manière, on faisait vraiment du rap comme une forme de catharsis, en fait. Et ça empêchait que les difficultés qu'on vive comme ça, qu'elles pourrissent à l'intérieur de nous, on pouvait en parler. Et du coup, ça faisait qu'on pouvait vivre plus ou moins normalement, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Alice? Oui, alors maintenant, on aimerait un peu plus revenir sur votre parcours scolaire. Et la première question là-dessus, c'est y a-t-il un facteur ou une rencontre qui explique l'excellence de votre parcours académique, du collège privé Sainte-Anne à des études littéraires et philosophiques? En fait, ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, donc j'avais ces problèmes de dyslexie, etc. Et donc en fait, je suis devenu très tôt un grand lecteur. Très tôt. C'est-à-dire... à partir de 11 ans, je lisais, et même des fois pour m'amuser, en fait, on faisait des choses pas très... on était un peu... Des adolescents. Des ados. Et pendant que les autres allaient, ils allaient voler tel truc et tout, moi, j'allais voler des livres, en fait. Et ce que j'aimais faire en été, je mettais des piles de livres comme ça autour de moi et je les lisais l'un après l'autre. Mais c'était un vrai trip et j'aimais ça. Et donc, je suis devenu vraiment un très, très gros lecteur. Et donc, ça a commencé comme ça et tout ça. Et puis, les difficultés que j'avais à l'école au début, finalement, j'avais plus ces difficultés-là. Et quand j'étais au CM1, CM2, puisque j'avais la même institutrice au CM1, CM2, quand on est au CM2, cette institutrice, elle convoque ma mère. Et elle lui dit, elle voyait des choses en moi, une capacité, enfin des choses. Elle dit, ça serait bien qu'il n'aille pas dans le collège du quartier. Le collège du quartier, c'était un collège un peu... on va dire, un collège de cité, quoi, c'était difficile. Et elle dit, ça serait bien qu'il aille plutôt dans ce collège privé, etc. Et ma mère, elle dit, mais nous, on n'a pas les moyens, comment on va faire, etc. Et l'institutrice, en fait, elle a fait en sorte que je puisse être boursier. Donc, elle a fait des pieds et des mains pour que je... Et elle, ça a été vraiment une rencontre hyper importante parce que... Et souvent, je donne cet exemple. C'est que cette dame, finalement... Elle m'a dit que j'étais beau, symboliquement. Elle vous a valorisé, quoi. Elle m'a valorisé. Et à force de me dire que j'étais beau, moi j'ai fini par croire que je l'étais effectivement. Et j'ai agi en conséquence. Et du coup, ça a été un moment très important dans ma vie. Et comme j'étais un passionné d'école, finalement, moi j'allais à l'école chaque matin avec des étoiles dans les yeux et dans le cœur. Ce qui fait que quand j'arrive dans ce collège où finalement les autres gamins étaient comme moi, ils aimaient la lecture, il y avait une sorte d'émulation, il y avait un truc, et c'était magnifique en fait. Et là, je rencontre encore d'autres enseignants, etc. Et à chaque fois ensuite, quand je vais au lycée, je rencontre d'autres, etc. En fait, des gens qui rendaient tout ce parcours scolaire passionnant en fait. Et je dirais comme ça, ils me faisaient triper, au sens vraiment, j'allais à l'école et c'était fabuleux. Et donc voilà, donc ça m'a donné envie, etc. Et je me souviens encore, je devais être en seconde, et j'avais un enseignant qui était incroyable. Et d'ailleurs, avec cet enseignant, on continue à avoir une correspondance. Avant, on s'envoyait des lettres, maintenant, on s'envoie des mails, puisque les choses... Mais je me souviens, donc ce prof-là, à l'époque, nous, le rap, ça commençait à fonctionner, tout ça. On devait signer les maisons de disques, etc. Et j'en parle avec ce prof, et je dis, moi, je vais arrêter les cours. Et lui, il me dit, parce qu'il me connaissait, ce prof, c'était mon prof de latin, de français et de culture religieuse. Puisque vous savez, nous, c'est le système concordataire en Alsace, etc. Même que ce soit privé ou public, on a des cours de culture religieuse. Et il me dit,
Ouais, ok, c'est bien, mais essaye d'aller au moins jusqu'en terminale parce que tu vas faire de la philo. Et quand tu vas faire de la philo, tu vas voir ce que... Donc, comme j'aimais bien cet enseignant et on était vraiment déjà, même à l'époque et tout, je me suis dit, bon, allez, je vais aller jusqu'en terminale. Et quand je suis allé en terminale et je fais de la philo, je me suis dit, comment peut-on vivre sans faire de la philo? Et du coup, ben voilà, ça a continué comme ça. Voilà mon parcours, en gros, et l'amour des études et de l'école, etc. Alice, une question sur Alors, l'école privée. Oui, justement, vous dites que vous n'êtes pas allé dans le collège de quartier. Et donc, vous avez étudié dans des établissements privés. Est-ce que vous pensez que l'école publique est mal adaptée aux élèves de quartier? Non, je ne pense pas ça. Je pense que c'est une question de moyens, en fait. Et que dans les écoles de quartier, précisément, les profs ne peuvent pas être seulement des profs. Et il faudrait qu'ils puissent être seulement des profs. Ils se retrouvent avec des problématiques qui sont des problématiques, je ne sais pas moi, des classes surchargées, des problématiques qui sont liées à des problématiques sociales, etc., mais qui sont finalement, de mon point de vue, annexes à côté de leur fonction de pédagogue, en fait, ce qui devrait être leur fonction de pédagogue. Et dans les établissements privés, eh ben, les enseignants, ils peuvent juste être des enseignants. Et du coup, je pense que le problème, il est là. Donc c'est un problème politique plutôt. De dire finalement, il faudrait donner des moyens à ces gens-là, parce qu'on sait très bien, moi, sans l'école, sans l'éducation, je ne serais pas l'homme que je suis, je ne serais pas là en train de vous parler et tout ça. Et si c'est vrai pour quelqu'un comme moi, si c'est possible pour quelqu'un comme moi, en vérité, c'est possible pour n'importe qui. Et combien de fois je rencontre des gens qui ont le même parcours que moi, ou qui en tout cas qui viennent du même milieu socio-culturel que le mien, et qui me disent vraiment, ton parcours, ça m'a sauvé la vie. Je me suis dit, si un type comme toi, il peut faire ça, donc moi aussi, je peux faire ça. Et j'ai vu des jeunes filles et des jeunes hommes vraiment transcender leurs conditions juste parce qu'ils avaient une figure exemplaire. Et la figure exemplaire, c'est hyper important. Donc, pour revenir plus précisément à votre question, je pense qu'il y a privé, public, c'est vraiment le fait de donner les moyens aux enseignants d'être des enseignants, basiquement. Et malheureusement, et on le sait, c'est pas aujourd'hui, on est loin du compte dans certains endroits, en tout cas dans certaines zones, dans certains quartiers, etc. Voilà. D'accord. Une question de Kuta Tonka. Bonjour. Bonjour. Dans les autres, vous évoquez le racisme et les remarques qu'un enfant peut entendre, notamment à travers cette phrase. T'es noir, tu veux te marier avec elle, mais t'es noir, les autres, ils disent comme ça. C'est qu'elle était trop bien pour moi. Comment avez-vous vécu votre scolarité? Avez-vous le sentiment d'être mis de côté à cause du racisme? C'est deux choses. À l'école, j'ai pas du tout ressenti le racisme. Pas du tout. Et c'est quand même, il faut dire que donc, comme on l'a dit, collège, lycée, j'ai été dans des établissements privés et notamment au collège, je me retrouvais à être le seul noir et le seul qui vient de cité, de quartier en fait. Mais on me traitait pas différemment des autres. Il y avait pas, j'étais pas comme dit Malcolm X quand il parle de sa singularité, il était seul. Il disait qu'il était le petit chiot rose de l'établissement. Moi, j'étais pas le petit chiot. C'était tout à fait normal, en fait. Donc, du coup, encore une fois, j'ai pu évoluer positivement, etc. Mais par contre, le racisme hors de l'école, dans la vie, celui-là, je l'ai connu. Et le racisme, ouais, avec tout l'irrationnel que ça met en mouvement, enfin, tout le... qu'on connaît, quoi. Et donc, celui-là, je l'ai vécu et c'est pour ça que j'en parle. Et donc, quand je parle de même le rapport aux autres, le rapport... même entre guillemets, ce qu'on appelle le racisme intracommunautaire, enfin ce genre de choses, toutes les formes de racisme, je les ai... Mais encore une fois, ça ne m'a jamais empêché. Mais après, on pourra parler c'est lié à mon parcours, mais ça ne m'a jamais empêché de voir que, ok, même si on a nos singularités, on a tous quelque chose en partage qui est fondamental, c'est qu'on est des êtres humains. Et précisément... le savoir, la lecture, la littérature, enfin tout ça, et puis une certaine vision de la spiritualité, etc. C'est des choses qui m'ont amené à voir les choses de cette manière. Donc, même si j'ai vu le racisme, même si j'ai vécu le racisme, ça m'a jamais affecté au point de pratiquer un racisme à rebours, d'une certaine manière. D'accord, merci. Alice. Oui. Donc la question suivante, c'est Camus représente-t-il le fil rouge dans l'ensemble de votre œuvre culturelle? Je précise que vous avez mis en scène une adaptation des Justes d'Albert Camus. Et c'est vrai que c'est une référence qui revient souvent dans votre parcours et vos interviews. Oui, et puis j'ai écrit aussi un ouvrage
Ça s'appelle Camus, L'art de la révolte, où je parle de mon rapport à Camus précisément, où j'explique. Ouais, Camus, c'est une figure importante. On va dire c'est l'un des fils rouges. Il y a un des fils rouges importants de ma démarche à la fois artistique, culturelle, intellectuelle. C'est une figure hyper importante parce qu'on parlait tout à l'heure de modèle et de référent, d'exemplarité en tout cas. Et c'est vrai que quand gamin, j'ai lu Camus, en fait, je me suis reconnu en lui. Il y avait plein et dans cet ouvrage, je parle de ça, une sorte de rapport miroir, en fait. Je l'ai découvert, on va dire, par hasard. On a lu à l'école L'étranger, et ce qui m'avait plu à l'époque, ce qui m'avait marqué, c'était pas tant ce que racontait l'étranger, mais la manière dont c'était raconté. Donc là, ça a été un premier... Donc c'est pour ça que je dis souvent, ma première rencontre avec Camus, ça a été un choc esthétique. Et ensuite, je suis allé... c'est ce que je faisais à l'époque, et je le fais un peu plus rarement maintenant, mais à l'époque, je faisais ça, c'est que quand j'avais une sorte de rencontre, de coup de foudre avec une autrice ou un auteur, eh ben, j'allais lire tout son œuvre. Je prenais tout et je lisais tout, en fait. Et donc, quand j'ai lu ça de Camus, ben, tout de suite, j'ai voulu lire le reste. Et l'autre ouvrage que j'ai lu de Camus après L'étranger, c'est L'envers et l'endroit, qui est son premier ouvrage, en fait. C'est un ouvrage de jeunesse. Mais ce qui était intéressant dans L'envers et l'endroit, c'est qu'il y a ses écrits de jeunesse, et avant, il y a une préface qu'il a écrite 20 ans après. Donc, du coup, j'avais Camus dans son entièreté. Camus du début et de la fin. Et ce livre, c'est devenu pour moi comme une sorte de viatique. C'est-à-dire, c'est comme si Camus me disait tu veux être artiste, et ben ça se passe comme ça. Suis ça et après, évidemment, on s'intéresse à la biographie d'un auteur. Et je me rendais compte finalement qu'il y avait plein de choses. Il venait d'une sorte d'équivalent de quartier populaire. Il a été élevé par une mère seule. Il y a des enseignants qui lui ont tendu la main, etc., etc. Et il y avait plein de choses. Et puis c'était un écrivain français d'Algérie, comme moi j'étais de cité. Comme moi, j'étais de banlieue ou de quartier. Voilà, il y avait plein Et du coup, c'est une figure qui m'a accompagné très tôt et qui continue à m'accompagner parce que précisément, pour moi, Camus, c'est pas une figure livresque ou une figure de la culture ou une figure intellectuelle. Il est tout ça, bien sûr. Mais pour moi, c'est comme un pote, c'est un frère, en fait. Vraiment, je le considère. Et il fait partie comme ça de quelques auteurs, pour la plupart des écrivains, que je vis et que j'ai vécu vraiment comme des gens de mon crew, de ma bande. et je le dis réellement, je l'ai vécu comme ça et ils m'ont porté de cette manière-là. Donc oui, Camus fait partie de... Et rapidement, dans ce crew, il y a qui comme autre... Il y a Sénèque, il y a beaucoup de stoïciens, donc cette philosophie-là, il y a aussi il y a Césaire, il y a Glissant, il y a ceux qu'on appelle ces fameux philosophes de la déconstruction et tout ça, là, les gens de la French Theory, tous ces gens-là. Voilà, il y a des gens comme ça. Donc j'ai une petite bande comme ça. Et puis il y a des poètes aussi, bien sûr. Il y a des poètes aussi. Tout à l'heure, on parlait de Baudelaire. Donc Baudelaire, mais il y a aussi voilà, toutes ces figures-là. Ok. Assamao Sedi va prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rapport à la religion et quelle est votre vision de l'islam soufiste ? Alors, mon rapport à la religion, donc je suis musulman, est central en fait dans ma vie. Et central dans le sens où il y a eu tout un cheminement, bien sûr. Il y a eu tout un cheminement et c'est parce qu'on vous parlait de soufisme. Le soufisme, c'est la spiritualité, c'est la métaphysique de l'islam. C'est le cœur de l'islam, comme on peut. Et c'est tout un cheminement qui m'a amené à cette compréhension, en tout cas, de ce rapport à la religion. Et ça m'a fait prendre conscience d'une chose, finalement, et c'est ça, là. En cheminant comme ça, j'ai rencontré de nombreuses figures spirituelles qui, eux aussi, font partie de mon crew, et qui m'ont permis de comprendre et de vivre la religion et la spiritualité de manière générale, mais la religion, puisque après on peut rentrer dans... Parce qu'il y a une vraie différence entre la religion et la spiritualité, même si c'est inséparable, c'est consubstantiel d'une certaine manière, mais quand même,
on pourrait dire même en termes techniques, il y a l'ésotérisme et l'exotérisme. Et c'est tout le temps ensemble. Et c'est lorsqu'on sépare que la problématique se pose. Et toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, rapport à une conception... Vous voulez dire que la spiritualité, c'est plus intérieur? En fait, dans nos traditions monothéistes, si on veut vivre la religion de manière pacifiée et en paix avec soi et les autres, etc., on doit vraiment comprendre que dans nos religions monothéistes, il y a vraiment ensemble l'ésotérisme et l'exotérisme. Il y a la religion, d'une certaine manière, le dogme et l'esprit du dogme, l'esprit de la religion. Et si on sépare les deux, c'est là où ça devient problématique. Donc il y a ce qu'on vit à l'intérieur, véritablement, et toute spiritualité véritable, je dirais, c'est quelque chose qui est vécu de manière intime. Et du coup, ça va parfaitement avec le cadre qui est le nôtre, le cadre républicain et laïque, où finalement, on est dans la société, on est des citoyennes et des citoyens, et on peut croire en Dieu, on ne croit pas en Dieu, ça regarde chacun. Et il y a cette vie intérieure qu'on a. Et je dirais que le cadre qui est le nôtre, c'est un cadre idéal finalement, qui fait qu'on peut chacun croire en Dieu ou pas croire en Dieu, et vivre en harmonie, et avoir même un projet commun, un projet... le projet démocrate, le projet républicain, une certaine vision de la France, de l'Europe, etc. Et voilà, et ça c'est important. Et la problématique, elle se pose quand il y a une confusion entre la spiritualité, la religion, en tout cas le fait religieux, la chose spirituelle, et la politique, par exemple. Quand on mélange, quand il y a c'est une sorte de mélange des genres. Et moi, d'une certaine manière, j'ai traversé d'une certaine manière, comme Dante, j'ai dû traverser mon enfer pour connaître mon paradis. Et j'ai été dans cette conception-là, où il y avait une espèce de confusion entre la démarche religieuse, spirituelle, et la démarche, je sais pas, politique, militante, etc., qui en vérité n'ont rien à voir, en fait. D'intégrisme. Une forme d'intégrisme, réellement. Et d'une certaine manière, au départ, j'ai abordé la religion comme, je sais pas moi, comme... j'étais en religion comme certains à l'époque étaient des punks ou voyous ou ce genre de choses. C'est-à-dire, et c'est biaisé. Et précisément ce cheminement-là qui m'a ramené à cette compréhension de l'islam, une compréhension positive en fait. Voilà. Tout traversé, tout ce cheminement. Le sophisme, vous l'avez découvert comment? Précisément dans ce cheminement-là par les livres. J'ai commencé à lire, j'ai eu la chance de lire des figures qui sont des figures importantes pour moi, qui sont... Ibn Arabi, l'émir Abdelkader l'Algérien, Rumi, la poésie de Rumi, enfin ce genre de choses. En tout cas, tout un rapport des gens qui étaient, je dirais, extrêmement religieux, et que en étant extrêmement religieux, eh ben, ils étaient extrêmement ouverts à l'autre et à la différence et à la diversité. Donc ça montrait bien qu'une vraie pratique religieuse nous amène l'ouverture et non point la fermeture. Et souvent, il y a un poème que j'aime à réciter comme ça de tête, et j'ai envie de vous le réciter parce qu'il me vient comme ça, et souvent je l'avais mis en introduction d'un de mes textes. C'est un poème d'Ibn Arabi qui dit en substance: il y eut un temps où je faisais reproche à mon prochain si sa religion n'était pas la même que la mienne, mais à présent mon cœur embrasse toute chose. Il est une prairie pour les gazelles, un cloître pour le moine, un temple pour les idoles, le livre de la Torah, le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour, et qu'importe où me porte cette monture, cette religion est ma religion et ma foi. Voilà. Très beau. C'est un poème de Ibn Arabi. D'accord. Une question d'Alice. Une dernière question sur la religion. On aimerait savoir quelle est la place du rap dans la religion. Place du rap dans la religion. Est-ce que ce sont deux univers antagonistes, ou est-ce qu'il y a des me concernant, comment dire, tout ça, ça fait partie de ma vie en fait. Donc il n'y a pas d'antagonisme. Au contraire, c'est nourri par... en fait, la forme artistique qu'est la mienne, donc le rap, c'est nourri précisément par ma démarche ou la dimension spirituelle de mon cheminement. Donc... Quand j'écris un texte, j'écris jamais un texte par hasard. Quand je parle d'ouverture, de respect de l'autre, d'acceptation de l'autre dans la différence, etc., c'est pas par hasard. C'est précisément parce qu'il y a un travail spirituel. Et parce que finalement, je pense profondément que sans travail spirituel, après qu'importe la religion de chacun, ou la non-religion finalement, parce que le travail spirituel, encore une fois, c'est
c'est se rendre compte de la place essentielle de l'esprit, qu'il n'y a pas que la matière, qu'il n'y a pas que le corps, qu'il y a l'esprit qui est là. Et donc il y a un travail sur ça. Et le fait de travailler sur ça, c'est aussi le fait de travailler contre des tendances qui sont des tendances négatives et qui sont, j'ai envie de dire, inhérentes à tous les êtres humains. D'une certaine fois, le narcissisme, la violence, la bêtise, la haine, enfin ce genre de choses. Donc en travaillant ça, l'écriture, en tout cas le rap, c'est aussi quelque chose. Je vous ai dit au départ, j'ai commencé une écriture qui était comme ça, cathartique, donc qui était finalement psychologique, à une écriture qui est spirituelle, qui est quelque chose qui est dans le partage avec tous les êtres, etc. Et que comme quoi, à un moment donné, l'aspect même vibratoire des mots, ça influe sur notre comportement ou comment les êtres vont agir. Donc voilà, donc c'est ça, moi, mon lien entre... Si lien il y a, c'est celui-là, entre rap et islam, ou rap et spiritualité, etc. Toute dernière question pour cette première partie par Assamao. Votre musique est-elle écoutée dans votre quartier? Savez-vous qui est votre public? D'abord, moi j'ai toujours considéré que j'ai pas de public, en fait. J'ai des gens qui apprécient mon travail, des gens avec qui j'échange, etc. J'ai pas un public qui me soit obligé ou que moi je sois obligé. C'est plus quelque chose de vraiment de l'ordre du partage et de l'échange, etc. Et après, dans mon quartier, c'est forcément, moi je suis l'enfant du pays, l'enfant de mon quartier. Donc quand je suis dans mon quartier, le Neuf, etc. Donc forcément on m'écoute. Mais est-ce que c'est... je sais pas si c'est un critère, c'est juste parce que je suis vraiment l'enfant du quartier, l'enfant du pays d'une certaine manière. Donc on m'écoute dans ce sens-là. Mais ouais, il y a une sorte de fierté. Parce que je viens de tel endroit et des fois je fais référence à, même dans ma musique ou dans mes livres, à des lieux, je fais référence à des lieux où d'autres vivent en ce moment, où voilà, j'ai connu des choses que d'autres connaissent, etc. Donc forcément ça fait un lien. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, il y a un lien fort entre moi et les gens de mon quartier, les gens en tout cas du quartier dans lequel j'ai grandi. Donc il y a ce lien-là fort. Mais encore une fois, parce que souvent on dit ton public, votre public, on dit ça aux artistes. Mais moi, j'ai pas le sentiment d'avoir un public. J'ai des gens qui apprécient mon travail, des gens avec qui je partage, des gens avec qui je dialogue, des gens avec qui j'échange. Et ils viennent de tout milieu socio-culturel, ils sont hommes, femmes, ils ont tout âge, et c'est fabuleux parce que quand je fais des concerts, etc., il y a des gens qui viennent de tout âge, qui viennent de tout... Enfin, c'est pas, comment dire, c'est pas une. C'est vrai qu'on a tendance comme ça, et parce que la vie est comme ça, la société est comme ça, une forme de tribalisation. C'est-à-dire, chacun a sa tribu. Et ben moi, j'ai pas vraiment de tribu, ou si j'en ai une, c'est une tribu globale. Voilà. Ok, super. Alors merci. Merci à Alice, merci à Miguel, merci à Mariama, merci à Samao, merci Kouta. Merci à vous tous. C'est la fin de cette première partie et on va être rejoint par les étudiants de la deuxième partie où on va davantage s'orienter sur la musique. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Je me disais en vous écoutant que vous étiez un lecteur frénétique, enfant, adolescent, que la lecture, ça a beaucoup compté dans votre trajectoire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la lecture pourrait jouer un même rôle chez des jeunes qui, on le sait, lisent moins? Moi, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure à la masterclass, c'est comme ça qu'on dit, en bon français. Tout à l'heure, je suis venu avec mon livre, en fait. C'est que depuis quelques années, je viens sur scène avec cet objet. Et je disais comme ça un peu en blague, c'est parce que du coup, j'ai plus à apprendre mes textes par cœur. Donc j'ai juste Mais en même temps, c'est aussi pour magnifier l'objet livre, en fait. Et de donner peut-être envie à certains de lire. Je pense que la lecture, c'est fondamental. En tout cas, ça a fait de moi... ça participe vraiment... ça a fait de moi l'homme que je suis. Et je me dis que si ça... Encore une fois, si la lecture, ça a pu m'aider à ce point, ça peut aider tout le monde, en fait. Mais les jeunes lisent beaucoup moins, donner, quand même, hein. Les statistiques montrent que... C'est pas tant qu'ils lisent beaucoup moins que c'est une lecture qui est de qualité moindre. Parce qu'ils lisent sur les sites, sur les trucs, il faut bien lire. Je veux dire, quand tu vas dans des sites, dans des trucs, quand tu envoies des... Je sais pas, même sur Insta, sur trucs, il y a des images, mais il y a des mots aussi. Donc, ils lisent. Mais le tout, c'est de ramener à
à une lecture de qualité, enfin à ramener à des textes, à autre chose. Mais dire que les jeunes lisent moins, je ne suis pas sûr. Par contre, ils lisent différemment, en fait. Ok, alors justement, lecture et musique, c'est le thème de la première question qui vous est posée par Marie Goudiadi. Alors bonjour. Bonjour. J'ai appris que vous étiez féru de littérature. Du coup, comment cela s'incorpore-t-il dans votre musique? Ben, des fois c'est un exercice que j'aime faire. Je parle de... Allez, je vais employer ces termes. Je parle de sujets gangsta, mais en utilisant vraiment des mots qui ne sont pas habituels sur ces thématiques-là. Par exemple, je vais utiliser des mots rares ou qu'on n'entend pas souvent, mais sur des situations qu'on vit tout le temps. Et se faire ce genre de choses. Et ça, c'est ma manière d'une certaine manière de rendre littéraire mes textes. Le vocabulaire. Le vocabulaire. Et du coup, l'impact que ça a sur ceux qui écoutent. Donc c'est comme ça que j'essaye de rendre littéraire. Et puis, quand j'ai fait mon deuxième album, celui qui m'a fait connaître auprès du grand public, Gibraltar, je voulais faire cet album comme un recueil de nouvelles. Donc c'était des petites histoires comme ça, mais qu'on pouvait lire comme... Pour chaque chanson, ouais, une nouvelle différente. Voilà, okay. Comme, je sais pas moi, comme à l'époque, je lisais beaucoup Raymond Carver, et je voulais faire ça. Je voulais vraiment faire un disque comme Raymond Carver fait un recueil de nouvelles. Ouais, donc là, influence directe de la littérature. Ah, total. Et puis, pendant que je travaillais sur je le dis d'ailleurs dans un de ces textes, c'est encore un écrivain américain, mais pendant que je travaillais sur Gibraltar, il y avait un livre qui m'avait vraiment marqué, une écriture qui m'avait marqué particulièrement, c'était celle d'un écrivain qui s'appelle Jonathan Franzen. Et je lisais à l'époque, puis c'est sorti dans la période où j'écrivais, c'était son grand livre, c'est Les Corrections. Donc voilà, ouais, la littérature, c'est quelque chose qui influe énormément mon écriture. Et j'essaye de faire des va-et-vient, des correspondances, des petits clins d'œil, ce genre de choses. Et des fois même un peu en citant, enfin ici et là. Voilà. Et Marie a une deuxième question sur la façon dont vous créez. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous écriviez jamais à blanc. Ouais. Quelle a été votre inspiration la plus insolite? Le point de départ le plus... Franchement, je crois que c'est toujours des points de départ insolites. Parce qu'en fait, comme comment dire, comme j'anticipe pas mon écriture, c'est une situation qui va faire, je vais écrire, etc. Donc il y a toujours... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'aime bien raconter cet exemple parce qu'il est... comment on va dire, il est transgénérationnel, et comme j'aime bien, c'est que quand je terminais mon album, le fameux, celui-là, Gibraltar, donc l'album était fini et tout, un soir, j'étais chez moi, je zappais comme ça à la télé, et je tombe sur un concert et ensuite un documentaire sur Juliette Gréco. Donc je vois, il y a Juliette Gréco, wow, tout ça et tout, et il y a Gérard Joannès qui dit, voilà, je travaillais comme ça, avec Brel, le truc et tout ça. Et le lendemain, quand je suis allé à ma maison de disques, j'ai vu un reportage, c'était super et tout ça, Gréco, tout ça. Et l'une des personnes qui était là, elle dit, tu sais, moi, dans mon autre vie, j'étais ingé du son et j'ai travaillé avec Gréco et tout. Si tu veux, je fais le lien. Donc la personne, je fais court. Donc la personne, elle fait le lien et je me retrouve, à l'époque, Gréco et Joannès, ils habitaient dans l'Oise, je me retrouve à toquer je suis à la porte de Gréco et c'est Gréco qui m'ouvre la porte et tout ça. Donc Gréco m'amène auprès de Gérard Joannès. Et donc, il est là et on discute un peu et tout. Lui, il était un peu ours. Moi, j'étais timide. Juliette, elle nous a laissés, elle est partie. Donc, je me retrouve comme ça. On ne savait pas trop quoi se dire. Et je lui dis, vous ne pouvez pas me jouer un petit quelque chose? Je sais pas. Et il se met sur son piano, il commence à jouer des notes comme ça. Il joue. Et il y a un truc qui me marche. Je dis, vous ne pouvez pas jouer ça en boucle? Et il joue un truc en boucle. Je dis, vous avez une feuille, un stylo? Et je me mets et j'écris. Et en fait, j'ai écrit comme ça mon premier texte avec lui. Je crois que c'était un texte qui s'appelle... La gravité, où il se rêve debout, je me souviens plus. Un des textes, il est d'ailleurs dans Gibraltar, et je l'ai écrit comme ça, je l'ai écrit en 10 minutes, le texte. Et c'est venu comme ça. Et généralement, j'écris comme ça. Et là où c'est intéressant, c'est non seulement j'ai écrit comme ça, avec lui, mais c'était aussi le début d'une amitié avec eux deux qui a duré une quinzaine d'années. Et on a travaillé ensemble, et on a fait plein de choses ensemble, etc. et tout ça. Mais je travaillais avec Gérard, comme je travaillais avec mon frère qui, lui, est beatmaker, où il est sur sa MPC, sur ses machines, il tape comme ça. Je dis, tu peux sur l'OLS, et j'entends le truc, vas-y en boucle et tout, et j'écris. C'est pareil, en fait, c'était le même procédé.
Donc c'est toujours insolite d'une certaine manière. Et il y a d'autres choses. Des fois, j'ai entendu une rythmique dans le métro, je l'enregistre avec mon téléphone, et ensuite, je suis chez moi, je mets le petit bout que j'ai entendu, là, je le mets en boucle et j'écris. Voilà. Il y a plein de manières d'écrire, toujours des manières singulières et insolites. Voilà. Mais jamais à blanc, toujours sur de la musique. Alors, du coup, vous avez répondu à la question que Marie voulait vous poser sur l'articulation entre... Ça part de la musique. Ça part toujours de la musique. Mais encore une fois, quand j'écris pour la musique, ça part de la musique. Mais après, si j'écris, si je fais des textes qui ont une vocation à être des textes littéraires ou poétiques, mais en fait, c'est plus une musique extérieure, c'est ma musique intérieure. Mais c'est toujours une musique. Mais sauf que du coup, elle est pas manifestée à l'extérieur, d'une certaine manière. Luigi. Donc bonjour, vous avez déjà vu, mais rebonjour. Rebonjour, Luigi. Toujours. Ouais. Après l'écriture, le live. Ouais. Aujourd'hui, les concerts des artistes rap, ils tendent vers une disparition des instrumentistes sur scène et de la musique qui est vraiment jouée en live, en utilisant par exemple des DJ et des playbacks. Et vous, de votre côté, comment vous abordez la musique jouée en live? C'est-à-dire comment vous organisez, comment vous construisez un concert en fait? En fait, ça dépend du projet. C'est-à-dire, j'ai autant fait des projets, j'ai fait des projets où j'étais avec un ensemble jazz, et donc c'est que... alors là, pour le coup, c'est du live total. Et j'ai fait des tournées comme ça. J'en ai fait d'autres, par exemple, sur l'album avec Laurent, Scarification, où on n'est que sur de la bande totale. J'en ai fait d'autres où c'est hybride, un peu de bande, un peu de voix ici, là, du live à moitié. Vraiment toutes les configs, mais ça dépend du projet. Pour moi, le live, c'est pas tant le fait de se dire on a des instruments live, on a des machines ou quoi. Tout est live. Le vrai truc, c'est l'émotion, le moment de partage avec le public. Et ça peut se passer avec un ensemble basse, guitare, batterie, etc. Ou ça peut se passer avec juste une bande et des voix enregistrées en playback et on pose dessus ou ce genre de choses. Il y a pas de... J'ai envie de dire, on est au 21e siècle. Il y a plus de, je veux dire, il n'y a pas de meilleure manière. La seule chose qui reste et qui restera toujours, c'est la capacité à partager une émotion réellement avec un public, avec des gens qui sont venus nous voir. Voilà. Est-ce que c'est pas plus rassurant de monter sur scène avec des musiciens qui pu faire une approche plus collective? C'est marrant parce que pour moi, c'est pas plus, c'est pareil pour moi. Enfin, c'est pareil, c'est différent, c'est une autre approche. Mais j'ai des amis rappeurs, qui eux, par exemple, n'ont jamais utilisé de musiciens. Et ils ont une peur bleue des musiciens, en fait. Ah oui. C'est-à-dire, pour eux, venir avec des musiciens sur scène, c'est une prise de risque. Non seulement c'est une prise de risque, mais c'est surtout la peur de ne pas retrouver leur son. Et ils sont pas prêts à accepter. Alors que pour moi, un live, c'est un autre exercice que celui d'un enregistrement en studio. Il faut accepter ce... Et moi, au contraire, aller sur scène et retrouver purement le son qu'on peut entendre dans le disque, pour moi, c'est un peu... Je trouve c'est un peu... Même avec des machines, on peut être avec des... Par exemple, des fois, je vais sur scène et c'est des sons totalement faits en machine avec mon frère. Et mon frère, il fait il le retravaille en live. Il met des sons en plus, il fait des trucs, donc des effets, des trucs, ça bouge, quoi. Je veux dire, il y a... Et en live, c'est aussi... J'ai eu aussi la chance de jouer et de faire une tournée avec le grand pianiste de jazz qui s'appelle Ahmad Jamal. Et j'ai joué avec des musiciens avec lui. C'est aussi une autre approche, c'est un autre truc. Et ça, je trouve ça super, comme ça, d'être... Moi, je suis un artiste de scène, je suis né sur scène. Donc, qu'importe j'ai envie de dire, qu'importe qu'importe le contenant, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Voilà. Oui. Donc on va changer un petit peu de sujet, mais vous allez voir qu'il y a un petit lien avec ce que vous venez de dire. Aux États-Unis, Drake et d'autres artistes s'opposent à l'appellation de culture et musique urbaine, à l'appellation rap même, en pointant du doigt le fait qu'ils sortent souvent de cette catégorie rap dans leur musique. Vous aussi, par exemple, sur Marseille, morceau d'ailleurs que j'ai particulièrement apprécié. Merci beaucoup. Avec le pianiste immense de jazz que j'adore, Ahmad Jamal aussi. Franchement, c'était le duo parfait. Vous embrassez pour le coup le jazz sur cette chanson-là. Selon vous, le rap est-il un genre à part entière? Ou est-ce que son essence ne serait pas aussi d'emprunter à d'autres genres? Par exemple le jazz, la country, plein de choses comme ça. Non, d'abord, il faut comprendre que le rap, c'est la culture de l'échantillon. C'est-à-dire le rap est né de ça. C'est-à-dire qu'on prend un bout on peut prendre un bout de jazz, on peut prendre de la musique inuit, de la musique classique, de la musique, je sais pas, berbère, et on la rend hip-hop. Et parce qu'on loupe, on fait des choses, il y a plein de...
Il y a, je sais pas moi, il y a quelques années, Jay-Z et Timbaland, ils ont fait un tube avec un morceau égyptien qu'ils ont samplé. Enfin, il y a plein de manières de faire. Donc pour moi, le rap, précisément, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une musique, en réalité, qui ne disparaîtra jamais, parce que c'est une musique qui s'adapte absolument. Et pendant que les gens s'arrêtent sur le caractère social, ou le caractère mode et tout ça, en se disant... Moi, quand j'ai commencé à faire du rap, et il y a quelques années maintenant, on nous disait que ça allait bientôt finir. Et 30 ans après, on est toujours là. Et ça continue, et il y a d'autres formes, etc. Donc pour moi, c'est la musique la plus en phase, finalement, avec le 21e siècle. C'est-à-dire cette capacité à se nourrir de plusieurs disciplines, d'autres arts, de formes artistiques, etc. Et d'en faire quelque chose qui soit hip-hop. Et quand des artistes comme Drake et d'autres et tout ça refusent d'être catégorisés en culture urbaine, parce qu'ils disent, et il y a un rappeur qui s'appelle Tyler, de Créateur, qui a parlé de ça récemment, parce que pour eux, lorsqu'on te labellise culture urbaine, c'est un autre terme pour dire... pour eux, c'est un autre terme pour insulter des gens racialement presque, en disant que c'est une musique qui concerne une ethnie particulière, un milieu socio-culturel particulier, etc. Donc ils le vivent presque comme une insulte. Alors qu'on le voit clairement aujourd'hui, le rap, en fait, c'est la pop d'aujourd'hui. En fait, c'est une musique qui transcende son... Mais encore une fois, c'est quand même quelque chose qui est d'une... comment dire ? C'est un art particulier. Le rap n'est pas le rock. Le rap n'est pas le reggae, le rap n'est pas la chanson, le rap, mais peut être tout ça en même temps. Et c'est en ce sens-là où c'est une richesse et une densité qu'on a rarement vue dans un style musical. N'en déplaise à ceux qui ont peur de la jeunesse, ou qui ont peur de l'autre, ou qui ont peur de quelque chose qu'ils ne comprennent pas, etc. Mais en même temps, je pense que des artistes comme moi et d'autres, on a aussi cette fonction d'une certaine manière de vulgariser, pas au sens négatif du terme, mais d'expliquer en fait, d'expliquer aux gens, voilà cette musique, voilà comment elle fonctionne, un peu comme ce qu'on a fait là, où j'expliquais que finalement il y a de la poésie là-dedans, et qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à écouter du rap, et juste si tu leur dis, enlève la musique, regarde le texte par exemple, et ils comprennent des choses, et ensuite ils peuvent revenir plus sereinement sur la musique. Voilà, donc... Mais ça s'appelle aussi tout simplement la curiosité, l'ouverture, etc. Et ça n'a ni âge, ni couleur, ni sexe, ni quoi. On est curieux, on ne l'est pas. On est ouvert ou on ne l'est pas. Et voilà. Et vous-même, vous parliez de Tyler, de Créateur et Drake par rapport à l'appellation de musique urbaine, vous-même Moi, souvent, quand je dis musique urbaine, je dis entre guillemets. Ouais. Parce que tout est musique urbaine à ce moment-là. Je veux dire, quoi, c'est parce que ça se fait au centre-ville, ça se compose. Et donc, si on compose, je sais pas moi, dans un village reculé, alors on ferait de la musique campagnarde ou rurale. Non, on fait de la musique et puis c'est tout. Qu'on écrive en ville ou dans un champ. Qu'importe. Mariama Diallo. Comment vous percevez-vous en tant qu'artiste et comment vous concevez votre musique sur la scène actuelle musicale, notamment la scène rap? D'ailleurs, est-ce que vous vous considérez comme un rappeur à proprement parler? Ouais, je me considère comme un rappeur. Je suis rappeur, mais rappeur au sens de troubadour ou de trouvère, dans le sens où si on est, si on peut, comment dire, si on peut qualifier notre musique d'urbaine, c'est dans le sens, si on pouvait, si en fait, là où j'accepterais le terme urbain, c'est si ça voulait dire que il y a une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle population qui sont les gens des villes et qui influencent tout en fait. Et du coup, on peut vivre à la campagne, mais en fait, on est urbain. Mais on est dans cette culture-là. Et d'une certaine manière, il y a un travail de transmission que font les artistes. Ils vont de ville en ville, d'endroit en endroit, où ils transmettent quelque chose, de mon point de vue, qui a de la valeur. Quelque chose et finalement qui s'inscrit aussi dans une tradition. Quand je dis troubadour, je dis pas ça par hasard. Qui s'inscrit aussi dans une tradition qui est une tradition de culture française et de culture européenne. Et ce que je trouve passionnant, c'est que ça s'inscrit à la fois dans cette culture française et européenne, mais ça s'inscrit aussi dans une culture, par exemple, africaine, griotique, par exemple, ou des conteurs d'autres, je ne sais pas moi, des Indiens d'Amérique ou ailleurs. Et c'est ça qui est fabuleux, parce qu'en fait, comme on a affaire toujours à des êtres humains, donc on a affaire à des mêmes process, d'une certaine manière, on procède de la même manière, c'est les mêmes... Et il y a le fait de raconter des histoires. Et moi, je suis un conteur, en vrai.
Sauf que je suis né dans cette période-là, j'évolue dans cette période-là, donc je raconte avec les moyens, les outils de mon époque. Mais mon art ne s'arrête pas à des outils. L'outil, c'est un moyen. Mon art, c'est ce que... d'une certaine manière, les outils, là, sont des vaisseaux. C'est quelque chose qui transporte quelque chose. Et voilà. Donc, je me considère vraiment comme une sorte de troubadour moderne, de saltimbanque, comme ça. Mais en même temps, François Villon, c'est un rappeur. Et c'est important. Poète, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important. Villon, hein. C'est important. Oui, Villon, j'ai dit Villon. Oui. Hein? Ah oui, non, Villon, avec un V. C'est vrai. V, oui. Il est peut-être rappeur, lui aussi, on ne sait pas. C'est une autre... En tout cas, c'est un rappeur bling-bling. Voilà. Hein? Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est fondamental de trouver des points de liaison, des endroits pour qu'on puisse faire comprendre aux autres ce qu'on fait, etc. Et de dire... Parce que, par exemple, c'est vrai que le rap, c'est né aux États-Unis. Mais c'est né aux États-Unis dans la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais le rapport à l'oralité... Le rapport au rythme, c'est quelque chose ça concerne, j'ai envie de dire, l'humanité dans son entièreté. Donc on peut trouver du rap partout, en fait. Pour peu qu'on soit un peu curieux et qu'on a envie de mettre en lien. Et moi, mon trip, c'est ça. C'est faire des espèces de connexions inédites. Et en faisant ces connexions inédites, on fait aussi rencontrer des gens qui habituellement ne se rencontrent pas. Et se faire rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas habituellement, c'est aussi ce que font les artistes de variété. Vous, le mot variété, c'est péjoratif? Non. Pour moi, on transmet une émotion ou pas. Et on peut la transmettre en étant artiste de variété ou il n'y a pas... Non, pour moi comment dire, être artiste, ça veut dire quelque chose. Être artiste, c'est un engagement. Être artiste, c'est un rapport... comment dire, c'est avoir conscience de sa place dans la société, de sa fonction dans la société, etc. Et qu'importe le genre, finalement, il y a des rappeurs engagés qui ne se considèrent pas comme des artistes. Il y a des chanteuses ou des chanteurs de variété qui se sentent éminemment artistes. Donc il y a plein c'est complexe, en fait. Et il faut embrasser cette complexité-là aussi. Mariama Diallo, ça sera la dernière question de cette partie, de cette deuxième partie, pardon. Pensez-vous que le rap actuel est en voie d'uniformisation, comme c'est parfois dénoncé, ou au contraire en voie de diversification? De diversification. Moi, d'abord, juste avant de répondre à cette question, pour le rap, moi j'ai pu traverser différentes époques dans le rap, la meilleure époque du rap, concernant le rap, de mon point de vue, c'est aujourd'hui. L'âge d'or du rap, c'est aujourd'hui. Mais je vais développer. Dans la forme, l'âge d'or, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui... on a la qualité des textes pas tant dans la qualité des textes, mais dans la qualité de produire de la musique, de faire de la musique et de se faire entendre. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'avec tous les moyens qu'on a, la possibilité de se faire entendre, qu'il y ait une forme d'uniformisation dans l'esthétique, dans la manière d'aborder l'esthétique. Par exemple, c'est incroyable qu'on peut aller des États-Unis en Indonésie, en Algérie, on parlait de ça tout à l'heure, et ils ont le même flow, le même genre de beats, de rythmique, les mêmes thèmes. Je trouve que c'est dommage. Mais en même temps, ce qui est réconfortant, c'est que, et on le disait tout à l'heure, c'est que les rappeurs les plus influents aujourd'hui, ce sont précisément les rappeurs qui ne font pas ça. Donc on a parlé tout à l'heure de Kendrick Lamar, on peut parler aussi de J. Cole, on peut parler de plein de rappeurs comme ça, qui sont des rappeurs américains, mais en tout cas des gens qui continuent à parler de musique live. Par exemple, Kendrick Lamar, il avait fait une super interview avec Quincy Jones. Il expliquait comment sa manière d'aborder les instruments live, les concerts et tout. Et lui, Kendrick, par exemple, il fait partie de ceux qui, généralement, sur scène, il va jamais avec une bande, il va avec des musiciens et c'est des sons totalement différents que ce qui est sur le disque, etc. Ce qui n'est pas la même chose pour quelqu'un comme Drake qui sera plus sur des bandes ou Kanye West, etc. Mais ils ont cette richesse-là, cette diversité. Et des fois, je trouve, nous, la France, qui sommes quand même, on est toujours, on est toujours ceux qui amenons une singularité. On est toujours, par exemple, quand le rap arrive, le premier pays du rap, c'est les États-Unis, et en deuxième, c'était la France. On amenait une singularité, on avait des groupes singuliers, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu trop... la jeune génération, ils suivent un peu de trop près les États-Unis. En faisant... Et je trouve ça dommage. Mais c'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour d'autres pays aussi. Et voilà, donc je trouve que dans la forme et dans la manière de faire de la musique
Aujourd'hui, c'est moi qui ai connu les difficultés qu'on avait avant à faire de la musique, à se faire entendre. Aujourd'hui, c'est l'âge d'or. Mais dans la proposition artistique, eh ben, souvent, et je ne dis pas que c'est pauvre, parce que c'est intéressant. Des fois, on a des textes qui sont intéressants, on peut avoir des artistes intéressants, mais je trouve que dans la forme, des fois, ça tourne un peu... ça peut facilement tourner en rond. Voilà. J'ai répondu à votre question, ouais. Disons uniformisation, mais pour se distinguer, il faut justement pas tomber dans l'uniformisation. Ouais, mais pour moi, c'est comme la vie, il faut être singulier. Ouais. Moi, je préfère, comment dire... Enfin, il faut... L'idée d'être un suiveur, ça n'a jamais été mon... Je sais pas, j'ai l'impression, voilà, la singularité, c'est assumer être soi. Voilà qui je suis, voilà mon histoire, voilà ma forme artistique, voilà comment j'aborde, etc. C'est hyper important. Et puis, c'est aussi important dans l'idée de la confiance en soi. Chacun est capable d'amener quelque chose que l'autre n'amène pas. Et je trouve ça beau. Voilà. Parfait. Merci Mariama, merci Marie, merci Luigi. Fin de cette deuxième partie. Je vous applaudis aussi. Et on passe à... Donc j'appelle Miguel, Asmao et Elsa Ekuta pour la troisième partie où on va plus parler de vos engagements et de votre regard sur la société. Et c'est Miguel qui pose la première question. Vous êtes l'un des premiers rappeurs à être allé en dehors de la salle de concert. Vous êtes investi dans le théâtre, dans le cinéma. Quel lien faites-vous entre toutes ces formes d'art et le message diffère-t-il? On parlait de Juliette Gréco tout à l'heure et Juliette, elle me disait un truc à la fin, avant qu'elle m'a dit, et ça m'a vraiment marqué parce que c'est vraiment comme ça que je vois les choses. En fait, quand il n'y a pas de poésie, il n'y a rien. Et en fait, le lien, pour moi, c'est la poésie. C'est ça qui relie le tout, en fait. Donc voilà, je réponds. C'est la poésie, le lien entre toutes les activités que je mène. Le lien, c'est la poésie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Asmao. Sans la musique, où en seriez-vous aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on ne le saura jamais. Vous auriez pu faire un autre métier Ouais, je pense. J'aime bien un métier où on partage, où on échange. Moi, je suis un grand... Comment dire? Je suis un fan absolu des enseignants. Tout les instits, les profs, je trouve que c'est... et surtout ceux qui le font avec cette passion. Pour moi, la transmission, c'est tellement important. Et tous ces gens qui transmettent, c'est fabuleux. Et encore une fois, sans les enseignants, je ne serais pas là aujourd'hui. Et donc, ouais, je suis un grand admirateur des enseignants, des pédagogues. Donc vous auriez pu être prof. Peut-être. Je ne sais pas si j'aurais été bon prof, mais j'aurais... Je pense que si. Voilà. Ouais, c'est ça que j'aurais pu. Elsa. Vous parliez tout à l'heure de l'uniformisation du rap aujourd'hui et je voulais revenir sur la tradition qu'a le rap avec la politique. Dans le rap, c'est assez rare de s'engager politiquement de manière classique, traditionnelle. Enfin, c'est pas dans les codes on est plus dans la contestation. On va pas appeler à aller voter, par exemple, dans un texte. Et du coup, est-ce que vous pensez que malgré tout, ça reste de l'engagement, ce que font les rappeurs aujourd'hui, et même vous? Et est-ce que c'est dans les codes du rap, même la politique, est-ce qu'un rappeur doit le faire? Surtout par rapport à ce que vous disiez sur l'entertainment aujourd'hui. D'abord, avant de répondre à ça précisément, puisque vous me lancez la perche, il faut voter. Hein. Non, sérieusement, c'est important. On est à un moment très particulier de notre histoire. Et tout à l'heure, à dessein, je vous ai fait le texte « eux » tout à l'heure. C'était aussi pour vous sensibiliser par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, précisément parce qu'on peut jouir de nos libertés, etc., la démocratie et tout ça, ça paraît normal, etc., mais c'est comme la santé. On s'en rend compte quand on l'a plus, en fait. Et il ne faudrait pas qu'on se réveille un beau matin en ayant voté pour des gens qui vont progressivement nous enlever totalement. C'est hyper important, en fait. Et c'est vrai que pour moi, l'engagement, ça va bien au-delà de dire faut voter ou ne votez pas, évidemment. Ou d'être politique au sens partisan du terme. Être engagé, c'est de prendre la parole et de dire son point de vue.
et de dire voilà qui je suis, voilà ce que je pense, et accepter le débat contradictoire. Pour moi, c'est ça en fait. Et on peut chanter le temps des cerises et c'est éminemment révolutionnaire. On peut un poème. Voilà, je veux dire, c'est pas. Des fois, il y a des gens qui ont la posture de l'engagement, mais c'est une posture qui est pas loin de l'imposture. C'est qu'ils ont cette posture-là parce que ça fonctionne, parce que ça marche, et qu'il y a un public. Moi, j'ai jamais dit ce que les gens voulaient que je dise. Je dis ce que je pense profondément, et que ça plaise ou pas. Et des fois, ça peut être problématique, surtout dans des sociétés médiatiques, et que sont les nôtres et qu'est la nôtre, avec les réseaux sociaux, etc. Mais ça n'empêche que je suis droit dans mes Timberland. Oui. mais voilà, c'est-à-dire... mais c'est ça pour moi l'engagement. Et c'est pas... Et il y a des gens qui ont l'apparence de l'engagement, mais ils ne sont pas du tout engagés. Et voilà, et moi j'ai grandi avec le rap. Pour moi, le rap et l'engagement, c'est presque un pléonasme. Pour moi, voilà, on est... Mais vous dites il faut voter, mais je pense que le sens de la question d'Elsa, c'était de dire, si j'ai bien compris, qu'il y a une tradition dans le rap très, très radicale au point de pas s'engager sur le vote, mais d'être dans une colère beaucoup plus globale. Non, mais il ne faut pas confondre une colère qui peut être légitime ou pas. C'est une colère. Là, on est en train de parler de quelque chose qui est une crise civilisationnelle. On vit quelque chose qui est beaucoup plus profond, en fait. Et c'est comme quand on voulait coller à chaque fois le rap à une musique adolescente. Genre, on devrait être toujours en colère, etc. Mais j'ai envie de dire, on peut être en colère et c'est pas constructif. Et on peut être dans quelque chose où on prend du recul, où on essaye d'analyser les choses, d'avoir une voix un peu plus posée, etc. Et être plus pertinent et plus efficace. Et c'est marrant parce que on parlait de ça tout à l'heure. Je disais, moi souvent quand je vois des rappeurs, des jeunes rappeurs qui viennent me voir et tout ça, ils disent voilà, je leur dis et qui rappent, parce que aujourd'hui on rappe vite. C'est parce que on rappait déjà vite avant, etc. Mais c'est un style, en fait. C'est une façon de rapper, c'est un style, etc. Mais souvent, je leur dis, OK, c'est bien pour la figure de style, mais pose ton rap une fois. Essaye qu'on t'écoute. On n'écoute pas juste ta prestation ou ta performance, mais qu'on... Et moi, on a commencé à m'écouter quand j'ai ralenti mon flow. Mais c'est juste une image. Ça ne veut pas dire qu'il faut ralentir son flow, etc. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, analyser, regarder, essayer de réfléchir, dialoguer, etc. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression comme ça que quelqu'un qui est en colère, ça veut dire qu'il est engagé et que c'est important. Pour moi, c'est pas nécessairement vrai, en fait. Et ce rap en colère, c'est aussi un rap adolescent, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, mais ça reste quand même un rap adolescent. Et à un moment donné, il y a ce rap... et ce qui est merveilleux dans cette musique maintenant, pendant longtemps on disait que c'était une musique adolescente, etc. Mais maintenant il y a des comme moi, il y en a des quarantenaires. Il y en a plein comme ça qui sont presque jeunes, plus tout à fait jeunes, mais presque, mais qui sont à fond, quoi. Donc voilà, c'est juste pour dire que l'engagement, ça va bien plus loin que de donner son avis politique dans un texte. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un être au monde, c'est un rapport au monde. Voilà. Elsa. Du coup, peut-être que vous avez suivi les différentes polémiques de censure qui ont secoué le rap français ces dernières années. Je pense notamment à 13 Blocs qui supprime son mort au port dans Fuck le 17, ou Sneezy, Pascal Pro, tout le bazar. Et de l'autre côté, on a l'extrême droite qui s'accapare la parole sur les plateaux de CNews, entre autres. Et du coup, on voulait vous interroger sur votre vision de la liberté d'expression. Et si vous pensez que les artistes, les politiques, peuvent, ceux qu'on entend et qu'on écoute tous les jours, peuvent s'autoriser d'une liberté d'expression sans limite. Je peux répéter. Non. Moi, je crois en. C'est peut-être désuet que de dire ça, ou je sais pas, mais moi, je crois en la sagesse. Je crois en une forme de retenue. Je crois en l'analyse, au débat contradictoire, mais avec le respect d'avec qui on débat, etc. Je crois en tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait
une musique ou des rappeurs subversifs, etc. Mais encore une fois, on n'est pas éternellement des ados. Et c'est vrai qu'on est dans une société, le jeunisme, etc. On est tous cool, on est tous jeunes, etc. Mais à un moment, ouais, on est tous trucs, mais à un moment donné, on construit rien en étant insultant tout le temps, en pointant du doigt les gens, en manquant de respect, en n'étant pas dans la nuance, etc. Et c'est en ce sens-là aussi où je suis, où Camus, c'est une figure importante pour moi. Pour moi, Camus, c'est un grand rappeur, un grand MC. Mais un MC de la nuance. Et pour moi, il faut être courageux aujourd'hui pour être dans la nuance. C'est plus facile d'insulter l'autre, de pointer du doigt, de trucs. Et en vérité, ces news et tous les trucs, tout ce que je te tutoie encore. Hein. Parce que finalement, quand on regarde, in fine, c'est même pas politique, c'est du business, en vrai. Si on creuse, c'est parce que ça fonctionne. C'est un audimat, il y a des gens qui regardent, donc il y a plus de pubs, plus d'argent, etc., etc. En réalité, c'est les dérives d'un rapport à la matière, d'un rapport à l'argent, etc. Et comme on vit le règne de la quantité, alors tout le monde est un peu fou dans tous les domaines, mais j'ai envie de dire, à un moment donné, si on pouvait s'arrêter et penser en termes de qualité plutôt qu'en termes de quantité, ça changerait beaucoup de choses. Et ça, c'est fondamental. Et si nous autres artistes, on n'est pas capable de formuler, de dire ça dans notre art, au-delà d'un simple discours, en fait, c'est problématique. Vous pensez que l'artiste a une responsabilité justement d'être nuancé et honnête intellectuellement Je pense que oui. En tout cas, il a l'obligation d'être lui ou elle. Vraiment. Pas être dans la posture. Pas être dans la posture, ouais, exactement. D'être lui. Après, s'il market qui il est vraiment, il n'y a pas de problème, je veux dire. Le mensonge, c'est d'être quelqu'un c'est pas nous, en fait. D'être une caricature de soi-même. Et à force, finalement, on va se confondre avec cette caricature-là et devenir cette caricature. Et finalement, la personne qui parle, l'homme ou la femme qui parle, c'est même plus lui, c'est sa caricature. Et le danger, il est là, en fait. Donc voilà, donc, je sais pas, ça répond à ta question ? Tout à fait. Bon. Okay. Miguel. Comment avez-vous vécu cette campagne présidentielle qui a été très mouvementée et c'est peu de le dire. Et avec ce qui se passe actuellement, d'une manière générale, dans le monde. Moi j'aime... encore une fois, je parlais de valeurs un peu qui peuvent être comme désuètes. Moi, j'aime... Je sais pas, il y a des mots... L'honneur, par exemple. L'honneur. Donc, il y a des attitudes, une manière... Et j'ai l'impression que les gens... Comment dire ? Ceux qui nous expliquent matin, midi et soir comment on doit être, mais eux, comment ils sont, eux ? Comment ils se comportent ? Comment ils se comportent avec leurs adversaires ? On parle en politique. Comment ils se comportent avec leurs adversaires ? Comment ils se comportent, etc. Je veux dire, ça dit beaucoup. Et on peut pas critiquer la jeunesse et critiquer quand soi-même on est dans une attitude qui est éminemment puérile, éminemment... Et en fait, le danger, il est là. C'est-à-dire, c'est comme si la chose marketing, la com, ça a tout pris. C'est-à-dire qu'on fait de la politique comme on vend un savon. En fait, ils ont quelque chose à vendre. Alors que je pense qu'on a d'abord tous quelque chose à offrir. Et si on a quelque chose à offrir, il y a une attitude qui va avec. Et donc, c'est tout ça. Et moi, c'est consternant. Et à dire vrai, enfin, la télé, chez moi, elle est plus éteinte qu'allumée parce que c'est consternant, en fait. Et j'ai des enfants, et voilà, et je ne veux pas que ces mauvaises vibrations rentrent chez moi. Je préfère leur dire, bon, voilà, il y a tel bouquin, il y a tel truc, on échange, on discute, on parle de... Voilà. Franchement, on vit une période qui est un peu horrible, mais je pense profondément que ce n'est qu'une période transitoire, néanmoins. Et qu'on a le pouvoir, chacune et chacun, de faire changer les choses positivement. Et je le crois profondément et sincèrement. Et à propos de la campagne, est-ce que vous avez pris position pour un candidat ? Est-ce que vous avez été tenté de le faire ? Non, je suis sollicité, beaucoup. Et évidemment, il y a une ligne rouge où, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis un troubadour, ma démarche est d'abord éminemment poétique, même si dans poétique, il peut y avoir politique. Mais donc voilà. Donc, le simple fait, vous avez entendu mon discours, ce que je dis, donc on voit très bien que j'irai pas voter Zemmour, quoi. J'ai envie de dire. Mais est-ce que de l'autre côté, c'est mieux ? Est-ce que bon ? Mais après, il y a aussi, j'ai presque envie de dire,
la responsabilité du citoyen, de se dire à un moment donné, la démocratie, souvent, on peut se retrouver dans le moins pire, d'une certaine manière. Mais c'est important quand même de magnifier ces valeurs qui sont les nôtres, les valeurs d'ouverture. Ça vaut le coup de voter pour le moins pire. Ça vaut le coup de voter pour le moins pire. Ouais. Je ne parlerai pas de vote utile, parce que c'est un peu... Mais je dirais qu'à un moment donné, on doit prendre nos responsabilités et surtout préparer un cadre, un environnement qui nous permettra aussi, en tant que citoyennes et citoyens, de faire entendre notre voix. Et il y a certains, il y a certains candidats, certaines candidates, etc. Si on va dans ce sens-là, en vérité, on va dans le mur et on fait répétita. Tout à l'heure, je disais que moi, parce qu'il y a des gens souvent ils disent oui, mais tu sais, l'histoire se répète, etc. Et moi, je pense véritablement que l'histoire ne se répète pas, elle rime. C'est différent. Ouais, c'est pas pareil. Voilà. C'est la dernière question, c'est Kouta qui... C'est une question un peu lourde, mais vous avez en partie répondu tout à l'heure. Est-ce que votre idéal de laïcité est-il toujours appliqué? La laïcité. Il y a un décalage entre, j'ai envie de dire, ce qu'est véritablement la laïcité, le sentiment que j'ai en tout cas, et ce qu'on peut vivre au quotidien. Mais encore une fois, parce que c'est quelque chose, on est des êtres humains en fait. Et c'est perfectible. Et on doit travailler à faire en sorte qu'il y ait l'environnement, cet environnement qui puisse faire que, qu'importe, j'ai envie de dire, notre religion, notre couleur de peau, qu'on puisse pouvoir faire peuple, qu'on puisse faire communauté, qu'on puisse avancer ensemble, qu'on puisse faire France, qu'on puisse faire Europe, qu'on puisse comprendre finalement que l'enjeu, il est là. Qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce qu'être européen? C'est pas une couleur de peau, c'est pas un sexe, c'est pas un... Mais encore une fois, si on ne travaille pas suffisamment les imaginaires, et j'ai l'impression que ça c'est notre rôle aussi, eh ben on se retrouve face à des images horribles que j'ai pu voir, par exemple, avec le drame qu'on voit, la tragédie ukrainienne, et de voir que, par exemple, il y avait des Noirs qu'on mettait de côté, qu'on disait, et que certains disaient oui, mais parce qu'ils nous ressemblent. C'est horrible. Et qu'on voit Moi, on parlait d'engagement tout à l'heure, je suis... parrain d'une association qui s'appelle TOT, qui est une association de diplômantes en direction des réfugiés, des exilés. Et c'est vrai que, des fois, on voit des images où il y a ces femmes et ces enfants noirs qui vont mourir en Méditerranée, etc., etc. Et on ne va pas s'émouvoir comme on va s'émouvoir sur d'autres, alors qu'on est tous des êtres humains. On doit s'émouvoir par rapport à ce qui se passe en Ukraine, mais aussi ce qui se passe ailleurs, etc. Mais pour que les choses puissent fonctionner de cette manière, on doit créer un environnement qui permet que notre réflexe premier soit un réflexe humaniste et pas un réflexe racialiste. Mais pour ça, on doit travailler pour ça. Et précisément, si on doit revenir à le concept de laïcité, permet justement quand cet idéal est mis en place de la bonne façon, et ben ça permet finalement qu'on puisse interagir comme des êtres humains. Tout ça, c'est qu'une métaphore en vérité. Quand on dit citoyen, citoyenne, nation, laïcité, etc., en fait, c'est juste une métaphore pour dire que d'un point de vue global, en fait, on doit agir comme des êtres humains, en fait. Et que le patriotisme, c'est symboliquement, c'est un humanisme symbolique, enfin une sorte de reflet. D'une certaine manière, tout ça, ça doit nous pousser à être des êtres humains meilleurs, en fait. Et si c'est pas le coup, ben à quoi ça sert tout ça? Merci. Merci. Est-ce qu'on n'a pas un rapport à l'identité qui est trop hystérique ou obsessionnel? Parce que finalement, là, on arrive au terme de cet échange. Vous expliquez très bien tout à l'heure comment vous articulez de manière très cool, en fait, l'identité française, les racines congolaises, l'islam, l'Europe. Donc, on peut articuler plein de composantes sans les opposer, en fait. Bien sûr, mais pour ça, on a besoin d'êtres qui incarnent ça. On a besoin de modèles, de référents, d'incarnation, en fait. Parce qu'on pourra développer ici des concepts fabuleux, mais si on ne voit pas ces concepts actualisés, d'une certaine manière, en marche, vivants, et ben en fait, et pour revenir, encore une fois, je ne sais pas, j'ai envie de parler d'elle, pour revenir à Juliette Gréco. Et des fois, je lui disais, tu sais, t'es la France incarnée. T'es comme... Il y a le général de Gaulle, il y a Napoléon, il y a un truc, et il y a Juliette Gréco. Elle était morte de rire, mais elle me disait toujours derrière, elle disait, mais toi aussi. Et c'est important, ça, en fait.
c'est que encore une fois, être français, ou être européen, c'est le fait d'incarner des valeurs qui sont les nôtres, qui font qu'on puisse faire peuple, qu'on puisse faire communauté. Il faut les incarner, ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, encore une fois, c'est pas une religion, c'est pas une couleur de peau, et c'est hyper important, ça. Mais pour qu'on s'en rende compte et qu'on le comprenne, il nous faut des gens. Et c'est pour ça, et pour moi, Juliette Gréco, voilà, c'était ça. Et c'est important. Et chacun, à notre niveau, on doit pouvoir incarner ces valeurs-là. Chacun, évidemment, après, il y a des personnalités comme ça, comme elle, un peu, mais chacun dans notre vie, on peut être ça. Et je dirais même, chacun dans notre vie, on devrait pouvoir être ça. Ok, il nous reste 10 minutes. Alors, peut-être une question sur vos projets. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Moi, je travaille toujours sur plein de choses en même temps. Mais alors, le plus important? Tout est important. Tout est important. En tout cas, mes différents projets, que ce soit en musique, que ce soit au cinéma, en littérature ou au théâtre, parce que c'est ces différentes choses que je fais. Et puis, c'est toujours cette idée, comment préserver le patrimoine et cultiver la modernité. Comment parler de notre histoire, ce qu'on a en commun, même les choses qui ne sont pas très jolies, mais comment on va faire en sorte que ça nous permette de faire en sorte qu'on puisse être tous ensemble, en fait. Comment on va raconter une histoire France, une histoire Europe, qui ne mette plus personne sur les bas-côtés de cette histoire collective. Comment on va raconter ces histoires-là? Et du coup, la forme, la manière dont on raconte les choses, moi je fais partie de ces artistes qui pensent que la forme c'est le fond et le fond c'est la forme. Donc la manière dont on raconte les choses, eh ben ça comment dire, ça peut nous aider à résoudre la problématique. Et c'est pas anodin, par exemple, quand je vais aller dans un endroit avec ma casquette, mon truc New York, mon truc, etc. Et on va parler on parlait de Villon tout à l'heure, de tradition, de l'oralité en France, en Europe, en Occident, etc. Et pourtant, je serais avec ma casquette New York, mon truc, pour dire qu'il y a quelque chose, il y a une complexité, mais ce qui compte, c'est pas l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui compte, en fait. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur les apparences. Et ça va très loin, parce que si on arrive finalement, et notre pays, la France est un pays très particulier, on a la possibilité de faire peuple. Et si on y arrive, en fait, on va être un référent, un modèle pour le reste du monde. Mais réellement, c'est-à-dire cette idée universelle, universalisme, humaniste qu'on a depuis longtemps, et ben, enfin, elle pourra être actualisée, mais de la bonne manière. Et de la manière qui soit une manière lumineuse et réelle. Et on peut le faire. Et j'ai envie de vous dire, on va le faire, faisons-le. Vraiment, faisons-le. Belle conclusion. Alors, on va commencer par remercier Miguel, Elsa, Assamao et Kouta. Merci à vous. Et puis, on vous remercie, Abdelmalik. Et merci à vous d'être venus. C'était la dernière rencontre sans Sud-Ouest de l'année. Wow. Donc voilà, fin de la saison. Merci encore. Merci encore, merci à vous tous.